C'est drôlement doux, une fille, on ne se fait jamais complètement. Celle-là s'appelait Stéphanie Chaussois. Anthony vivait l'été de ses 14 ans. Il faut bien que tout commence. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Il faut bien que tout commence. C'est la phrase du livre, page 26, celle qui va faire basculer le lecteur, lui faire signer un pacte avec l'auteur. À la fin du livre, je saurai quel est ce tout, quelle vie a commencé à s'écrire là. Mercredi, vous avez reçu le prix Goncourt. Et quoi? Est-ce qu'il faut bien que tout commence? J'espère surtout que ce n'est pas là que ça finit, parce que si c'est un grand sentiment de vertige, la conscience d'une grande chance, on a aussi très peur, dans le sens où on se dit quand est-ce que je vais retourner sur Terre pour pouvoir faire la chose qui m'importe quand même le plus, qui est écrire. Donc le Goncourt, c'est... Et puis, il y a une autre chose assez troublante, c'est que pour quelqu'un comme moi qui pense faire de la littérature réaliste, qui a à cœur de raconter le monde et qui pense que les fatalités l'emportent de beaucoup sur les chances, tout d'un coup être victime d'un conte de fées, c'est quand même assez singulier et ça invalide pas mal de mes idées sur le monde. Mais et si ce prix, justement, que certains vivent comme une malédiction, avait aussi peut-être le pouvoir de cicatriser les plaies, de briser la fatalité décrite, notamment par la formule de l'Ecclésiastique qui a donné son titre au roman et qui est « Il en est dont il n'y a plus de souvenirs, ils ont péri même s'ils n'avaient jamais existé, ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. » Et si ce prix pouvait briser cette fatalité? Si ce prix, s'il brise une fatalité, c'est celle qui me concerne moi. Oui. C'est-à-dire, c'est un cas individuel, c'est peu de choses. Moi, ce qui m'importe dans le bouquin, dans ma démarche d'auteur, c'est quand même les autres vies que la mienne, justement. Donc, j'ai quelques scrupules à rabattre ce succès comme ça sur moi et à me sentir sorti d'affaire. À le voler à vos personnages? C'est pas ça, c'est que justement dans les mythologies qu'on se raconte sur la réussite, le mérite, le succès, on prend toujours des cas comme alibi, des arbres pour cacher la forêt. Et ce qui compte justement, c'est pas les cas, c'est le nombre. C'est-à-dire que les réussites, les parcours ascensionnels, les petits miracles individuels, ils ne doivent jamais occulter le fait que dans le social, les forces les plus importantes, ce sont celles de la reconduction, ce sont celles, pas totalement du surplace, mais en tout cas d'une certaine immobilité et de plus en plus. Vous, l'enfant de l'Est, Nicolas Mathieu, né dans un monde que vous avez, et vous l'avez raconté, à tout prix voulu quitter, comme les personnages de votre roman. Cette fois, vous n'avez pas fui, vous êtes resté là, vous l'avez accepté. Pourquoi? Peut-être parce que c'est là que vous deviez arriver pour que tout recommence. Yann Kefelec nous disait mercredi, sur le coup de 13h, alors que vous étiez juste arrivé ou en chemin pour le restaurant de Rouen pour recevoir ce prix Goncourt, qu'à l'instant où l'annonce a été faite, vous ne le saviez pas encore, mais vous n'étiez déjà plus le même homme. Nicolas Mathieu n'est plus le Nicolas Mathieu d'il y a 10 minutes, il faut le savoir. Il ne le sera plus jamais. D'ores et déjà, il a à la fois cette couronne et cette chape du Goncourt sur les épaules. C'est un autre homme et il n'est pas encore celui qu'il va devenir à cause et en raison du Goncourt. Donc il doit être dans cette sensation d'apesanteur qui était la mienne lorsque je l'ai eu et qui est celle de tous les romanciers prix Goncourt. Vous n'êtes déjà plus le même homme, vous êtes en état d'apesanteur, vous allez finir par redescendre peut-être. Mais d'abord, quel homme étiez-vous? Je voudrais revenir là-dessus. Je ne sais pas si je suis plus le même homme ou si je ne le serai plus. Ce qui me semble surtout, c'est que ma parole a été lestée d'un poids nouveau, il y a une espèce de chambre d'écho qui s'est constituée autour de moi. C'est-à-dire que des paroles que je pouvais prononcer une heure avant, elles n'avaient pas du tout le même poids que celles que je prononce aujourd'hui. Finalement, le Goncourt, ça fonctionne comme une énorme banque qui distribue une monnaie très singulière, qui accourt partout et qui est très rare, qui s'appelle la légitimité. Tout à coup, j'ai été oint par ce truc-là, et tout ce que je pourrais dire ou faire a changé de dimension. Mais est-ce que moi, j'ai changé? Pour l'instant, Kefelec le sait mieux que moi, donc je ne vais pas le contredire, mais c'est pas le sentiment que j'ai. C'est juste que, voilà, chaque parole que je pourrais dire ou écrire a changé de dimension.
Ce que dit Kefelec, mais aussi les autres Goncourt, c'est que cette parole, la vôtre, va être sollicitée pour tout. Ouais. Aujourd'hui, il va falloir peut-être avoir un avis sur tout, et qu'en tout cas, on va vous consulter aussi comme on consulte un oracle, ce qu'on va essayer de ne pas faire ensemble. On va déjà essayer de comprendre qui vous étiez, qui vous êtes peut-être maintenant, si vous êtes resté le même homme, et surtout qui sont vos personnages. Est-ce qu'il y a de vous en eux, sûrement, un peu? Anthony, le personnage principal du roman, ce n'est pas vous, mais il y a quand même quelques similitudes. Il a 14 ans, comme vous, en 92. Il galère avec les filles, comme vous, dans ces années-là. Il rêve de prendre son envol, comme vous, de ne pas devenir comme ses parents, de foutre le camp. Il y a un peu de vous en lui, mais peut-être aussi dans les autres personnages, masculins comme féminins d'ailleurs. C'est votre génération que vous racontez à travers cette histoire. Alors, effectivement, je pense que j'ai mis de moi dans chacun des personnages, adolescents ou adultes. Je crois que c'est aussi la manière dont on constitue des histoires et dont on crée des personnages. Et ça s'amorce toujours dans du réel, dans des gens qu'on connaît, on y met de soi. Et puis, peu à peu, par couches successives, ça devient autre chose. Et la fiction gagne une certaine autonomie. Au début, on mène le bal et puis on se met à suivre les personnages. Ce qu'il y a de moi chez Anthony, c'est effectivement ça, cette volonté d'échapper belle, et puis ces blessures d'orgueil, ces bleus à l'âme qui, à l'adolescence, laissent des cicatrices qui vont compter sur toute la vie. Je ne sais pas si c'est inguérissable, je ne sais pas si le succès sera un baume, mais en tout cas, ça a été un carburant assez formidable jusqu'ici pour faire ce que j'avais à faire. Des blessures, des cicatrices, dans quel monde vivent vos adolescents? Dans quel monde grandissent-ils, Nicolas Mathieu? Alors, c'est pas un monde totalement condamné. En fait, ce qui est décrit dans le roman, c'est une petite vallée où un monde est en train de s'achever. Un monde qui a duré 100 ans, qui a donné du travail à tout le monde, qui a fait vivre des familles entières, celui de l'industrie sidérurgique. Et c'était le monde des hommes du fer, c'est-à-dire que tout le monde bossait plus ou moins à faire du métal avec du minerai et du feu. Et ce monde-là, les emplois sont partis, il est en train de mourir. Et c'est l'histoire d'une poignée de gamins qui doivent faire avec cet héritage dont ils ne veulent plus. Avec aussi un autre monde qui émerge. Parce que c'est jamais la fin du monde, la fin d'un monde. C'est toujours aussi l'émergence de quelque chose de nouveau. Et ce qu'on voit sourdre dans cette vallée à ce moment-là des années 90, c'est le monde dont nous sommes les héritiers, nous, immédiatement, du libéralisme, des travailleurs transfrontaliers, de l'emploi atomisé. Mais c'est la fin de la classe ouvrière, ça c'est sûr. Le cadre du roman, ce sont donc les hauts fourneaux rouillés d'Hayange. Le corps insatiable de l'usine avait duré tant qu'il l'avait pu à la croisée des chemins, écrivez-vous, alimenté par des routes et des fatigues, nourri par tout un réseau de conduites qui, une fois déposés et vendus au poids, avait laissé dans la ville de cruelles saignées. Ces trouées fantomatiques ravivaient des mémoires comme les ballasts mangés d'herbe, les réclames qui pâlissaient sur les murs, ces panneaux indicateurs grêlés de plomb. Anthony la connaissait bien, cette histoire. Elle avait sifflé, gémi et brûlé leur usine pendant 6 générations, même la nuit. Et pour finir, il ne restait que ça, des silhouettes rousses, un mur d'enceinte, une grille fermée par un petit cadenas. Hayange, que vous avez un peu modifié, hein, voilà, du coup Hayange, mais on voit cette structure effectivement rouge un peu de partout dans la ville, et ça va être aussi le décor de leur quotidien, pas pour autant de leurs rêves. De quoi rêvent-ils? Pourquoi vivent-ils? Bière,
fumette, Nirvana bien sûr, Flipper, drague et bahut le reste du temps. Nicolas Mathieu, vous racontez la répétition du quotidien. Pour eux, ils se croient libres, mais ils connaissent aussi déjà une forme d'enfermement. Et vous avez une très belle formule pour le décrire. Vous appelez ça la prison des jours. Oui, effectivement, mais je pense que tout le monde est pris comme ça un peu dans un quotidien. Le roman se passe uniquement l'été. C'est aussi un moment singulier, c'est-à-dire ça se passe en quatre étés, 92, 94, 96 et 98. C'est justement des moments d'accélération, des moments de langueur, mais paradoxalement aussi des moments de plus grande liberté, parce qu'ils ne sont pas enfermés dans leur bahut, et que peut-être aussi parce qu'on est moins habillé. C'est des moments où les normes sociales, les signes tombent, et il y a de la circulation qui peut s'organiser entre les différents environnements qui se côtoient dans cette vallée. Donc il y a certes la prison des jours, mais il y a aussi une formidable envie d'échapper belle, une envie de l'autre, et puis c'est aussi sur Anthony, il tombe amoureux d'une jeune fille qui est au-dessus de ses forces, et ça aussi, c'est un moteur qui peut occasionner des transfuges. Quel genre de transfuge ? Je pense que, en tout cas, il n'y a pas de progrès par bonne volonté. Souvent, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait changer de classe sociale, ce qui nous fait nous améliorer, ce qui nous fait acquérir de la culture, c'est une violence. Et lui, ce qui va lui faire violence avant tout, c'est de tomber amoureux d'une fille qu'il ne peut pas avoir. Au départ, il ne comprend pas pourquoi elle est inaccessible, pourquoi elle est si loin de lui. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que les étés, les années se passent, c'est aussi, comme tout roman d'apprentissage, l'histoire d'un dessillement. Et je crois qu'il va devenir plus conscient des structures sociales, du monde social dans lequel il est. Et Stéphanie encore plus, quoi, que lui. Dans un roman d'apprentissage, c'est toujours un roman de la prise de conscience et de la désillusion. Ouais. Comme dans les prisons, finalement, cette prison des jours, et comme c'est l'été, vous le rappeliez, Nicolas Mathieu, il fait chaud, l'ambiance est brûlante, elle est aussi électrique, on sent qu'à la moindre étincelle, ça peut exploser. Il y a ce bouillonnement de la vie et ce bouillonnement des saisons et de l'adolescence qui se joue pour vos personnages. Un roman choral, parce qu'autour d'Anthony, d'autres vont venir se greffer, les copains, les amoureuses. Vous racontez aussi ce monde où les filles se fanent, à peine devenues femmes, l'absence de perspective d'avenir ici pour elle. Dès le premier enfant, elle s'était abîmée dans son nouveau rôle. Écrivez-vous, il ne restait plus rien de l'adolescente. La fille avait disparu en couche. Désormais, à seulement 22 ans, elle était cette puissance de résignation et de tendresse, cette hémorragie inlassable, débordante de lait, de larmes, d'amour et de fatigue. Sans prévenir, elle avait coupé les ponts avec sa vie d'avant pour se vouer sans remords à sa progéniture, devenue en un claquement de doigts une femme d'intérieur à temps plein. Alors on ne dira pas de qui on parle ici, mais globalement ce sont de tous ces rêves aussi que vous parlez, les rêves de ces ados qui peuvent eux aussi disparaître en couche assez rapidement, les 20 ans passés. Exactement. C'est drôle que vous me parliez de ça. C'est un passage du livre que j'avais un peu oublié. Et en prenant mon train pour rentrer récemment, dans un tramway qui me ramenait de la gare récemment à Nancy, j'ai justement vu une jeune fille qui correspond exactement à ça. Elle devait avoir 20 ans. Elle avait une poussette. Il était tard. Elle avait une mauvaise teinture. Elle était très lasse. Elle n'était pas maquillée. Et puis elle regardait des jeunes filles qui avaient le même âge qu'elle et qui étaient étudiantes à côté d'elle. Et je voyais dans la qualité de la peau même, dans ses vêtements, dans sa posture, tout l'immense écart social qui était là déjà. Je ne peux pas faire autrement que d'être infiniment sensible à ces détails. C'est plus fort que moi. Et mon job, c'est de les fixer, quoi. Moi, j'existe pour ça. Qu'est-ce que le social fait au corps, le corps qui est au cœur aussi de votre roman, Nicolas Mathieu, à travers ses premiers amours, ses rêves adolescents. Le rêve des parents, Édouard Louis en parlait à l'occasion de la parution de Qui a tué mon père ? Écoutez. Dans Qui a tué mon père, je parle de mon père parce que c'est un corps qui a été réduit par la violence sociale, réduit par le monde social. Et là, il y a moins qu'un corps, vous voyez. C'est pas avoir deux corps, c'est pas avoir un corps, c'est avoir moins qu'un corps. Et
Vous parliez Ça veut avant dire quoi, avoir moins qu'un corps? Ça veut dire ne même plus avoir son propre corps pour s'exprimer, pour se déplacer, pour exister. Et si vous Être encombré par son corps. Oui, ne Son pas corps comme une pouvoir, charge. oui, ne plus savoir comment vivre avec son corps, vivre à côté de son corps aussi. Mon père, c'est quelqu'un, et je m'en suis rendu compte à la rédaction du livre, qui pendant toute sa vie aurait aimé avoir un autre corps, qui aurait aimé être quelqu'un d'autre, qui aurait aimé avoir d'autres vies. Et ça, je le savais pas. C'était ma mère qui me le racontait, c'est ma mère qui me l'a raconté. Puisque justement, comme mon père s'enfermait dans le silence, c'était dans mon enfance le rôle des femmes de parler, de raconter les histoires. Donc c'était ma mère, ma sœur qui me racontaient des histoires. Et ma mère me disait des choses comme ton père, à un moment de sa vie, est parti vivre dans le sud de la France. Il a rêvé d'autre chose. Il est parti quelques semaines, quelques mois. Il a rêvé d'une autre vie. Il se disait la vie serait plus belle au soleil, les gens seraient plus gentils là-bas, la vie serait meilleure, la nourriture serait meilleure. Et puis il est revenu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a rêvé à d'autres possibles, il a rêvé à d'autres corps. Vos adolescents, Nicolas Mathieu, ils ont aussi envie de foutre le camp, mais est-ce qu'il y a derrière tout ça l'envie aussi de réussir ce que les parents n'ont pas fait, de réaliser les rêves de leurs parents? Je crois pas que ce soit de réaliser les rêves des parents, mais en tout cas, c'est de pas reproduire ce qu'ils ont fait. Il me semble quand même que c'est un état de l'adolescence universel, ça. C'est qu'à 14 ans, on se dit mes parents sont des cons, il y a aucune chance que je devienne comme eux. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Et on veut s'arracher à ça, on veut devenir... tout est... On rêve de plus grand, de plus vite, de plus important. Et chaque personnage, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde social, il a ça en commun avec les autres, quoi. Il y a une envie de faire mieux, d'ascension. Et puis, oui, de se débarrasser des cycles, quoi. Pas refaire pareil. Au moment d'en finir avec Eddie Bellegueule, c'est un peu ce qu'on a reproché à Édouard Louis, de se livrer à un règlement de compte social et familial. Est-ce que vous avez bien pris soin, vous, avant de remplir la première page blanche de ce roman, de ne pas vous retourner contre les vôtres, de ne pas tomber dans une forme de mépris social, de ne pas laisser l'amertume prendre le pas sur l'empathie? Non, parce que je pense pas que ce soit des mesures de prudence qu'il faille prendre avant d'écrire. Parce qu'à ce moment-là, on se censure. Je ne pense pas à la réception par mes parents. Je me dis pas. Et puis mes parents sont pas les personnages du livre, surtout. Je viens pas exactement du milieu qui est décrit. Mais donc vous n'avez pas pris garde par capillarité ou par précaution de ne pas blesser les vôtres? Non. Alors là, vraiment, s'il y a bien une chose dont il faut se foutre, c'est de la réception de ses proches. Parce qu'à ce moment-là, on ne tente plus rien. On est vraiment dans une prudence stérile. Et voilà, on n'écrit pas quand même pour ménager son monde. Je sais pas, j'écris pas, dites-moi. Parce que sinon, à quoi ça sert? Non, vraiment, mon ambition, c'était de restituer, d'essayer d'être le plus juste possible. Et puis je crois que du mépris, j'en ai pas, donc il n'y avait pas de raison qui rejaillisse sur quiconque. Vous convoquez souvent Annie Ernaux aussi, Nicolas Mathieu, parmi les figures de ceux qui vous ont marqué, influencé dans votre écriture ou entreprise littéraire. Je voulais vous faire entendre la voix d'un autre écrivain. Je ne sais pas si vous l'affectionnez, si vous l'avez lu, mais sa voix fait assurément écho aussi à vos mots. C'est Pierre Michon, l'auteur des Vies minuscules. Je suis de l'arrière-campagne et ça voulait dire encore quelque chose quand j'avais 10 ans, quand j'avais 12 ans. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les télés, il n'y avait même pas de téléphone partout. Enfin, on était très relégués. Et dans cet endroit, dans cette posture sociale de laisser pour compte, je crois que cette posture, je l'ai reconduite. Je l'ai reconduite d'abord dans les Vies minuscules par le thème, et ensuite je l'ai reconduite dans mon sentiment de ne pas faire partie de la République des lettres. Voilà. Il m'est impossible de me dire que je fais partie de quelque république que ce soit. Il faut à la fois pour mon plus grand malheur et pour mon plus grand
mon plus grand orgueil, ou je ne sais quoi, que je me sente isolé. Pierre Michon évoquant son besoin d'isolement et son sentiment de non-appartenance. Est-ce que ce roman achevé, est-ce que ce Goncourt arrivé pourrait aussi vous débarrasser du complexe social de l'écrivain tel Pierre Michon? Mais le complexe social, je crois que je m'en suis débarrassé grâce à des lectures déjà. C'est-à-dire que je n'ai plus honte d'être ce que je suis et de venir de là où je suis et d'avoir les goûts que j'ai. La question qui se poserait plutôt, je crois, c'est est-ce que le succès, ça vous donne une place dans un monde? Est-ce que vous vous sentez arriver? Et honnêtement, je crois que je resterai de nulle part pour toujours. C'est le sort des transfuges un peu. On n'est plus jamais du monde dont on est issu, parce qu'on le voit comme à travers... on voit tout. Enfin, le rideau est percé, on voit les ressorts comme à travers de la dentelle. Et puis, il n'y a pas de monde où on arrive et où on serait accueilli à bras ouverts. Et il faut être né dans un monde pour lui appartenir. Donc, c'est une situation d'entre-deux qui est définitive, qui est très inconfortable et qui a l'avantage de comprendre les raisons qui donne l'avantage de comprendre les raisons de tout le monde, je crois. Et puis, c'est quand même des positions d'observateurs privilégiés. Et ça, dans l'écriture, c'est quand même un atout. Quel est le moteur de votre écriture à vous, Nicolas Mathieu? Il y en a beaucoup, finalement. Tout y afflue et ça peut être la mélancolie qu'on éprouve à cause du temps qui passe, voir ses parents vieillir. Ça peut être la difficulté à être en général, l'émerveillement devant certaines choses, la douleur éprouvée à cause des filles qu'on n'aura pas. L'écriture, ça rend le monde praticable. C'est-à-dire que tout est insupportable, mais une fois que c'est écrit, ça passe. Ça fixe quelque chose. Et puis peut-être que c'est un endroit à habiter quand on se sent de nulle part. Quand j'écris, je me pose pas ces questions-là, quoi. J'ai mon poste de vigie et ça va, quoi. Alors Yann Kefelec nous disiez aussi qu'à partir du moment où on a un Goncourt, toutes les filles vous courent après. Vous voyez, il y a une partie des cicatrices qui vont peut-être... Écoutez, pour l'instant, c'est moi qui cours les studios d'enregistrement, donc je ne peux pas vous dire. Vous n'avez pas le temps, très bien. Avant cela, vous n'avez écrit qu'un autre roman, Noir, aux animaux la guerre, qui est adapté en série pour la télévision. Il sera diffusé à partir de jeudi prochain sur France 3. Drôle de hasard et drôle de définition, surtout du polar, qu'on va vous faire écouter, celle de quelqu'un qui vous est cher, Jean-Patrick Manchette. C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu. Il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la mesure où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique. Parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas. C'est censé être de l'art, c'est censé être noble, le roman artistique. Alors que c'est devenu une foire. D'ailleurs, on fait des foires à Francfort et à Nice et ailleurs, y compris pour le roman artistique. Le polar, ça me paraît presque plus franc. Le fait qu'on s'avance en disant je suis de la littérature alimentaire. Et ça permet, à ce moment-là, de contourner l'adversaire. Et au lieu d'être un malheureux écrivain d'art qui est traqué par les questions du marché, on est un minable auteur de polar, rien qu'un auteur de polar. Et puis, en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte. Personne ne le sait. Voilà le texte, le vrai texte, la vraie littérature. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ces phrases-là ont compté dans ma vie, parce que c'est un extrait que je connais très très bien. Et pour moi, de là où je venais, la littérature, c'était quand même un massif imprenable. Et le détour par le polar et le roman noir, justement, non seulement ça permettait de faire de la littérature en contrebande, mais ça permettait aussi de surmonter des complexes. D'être moins exposé, de pas être dans cette exigence de virtuosité. Et puis, oui, effectivement, entre des histoires de poursuite de pistolets et d'enquête, faire autre chose, faire du style, faire passer un peu d'histoire, enfin, des personnages, etc. Et ça, c'est Manchette.
par ses chroniques, par ses interventions là, qui m'a permis de le comprendre et de prendre la littérature par un bout qui était à ma portée, quoi. Et je ne pense pas d'ailleurs l'avoir dépassé. Moi, je pense que ce roman-ci est aussi à sa façon un roman noir. En tout cas, c'est un roman récit, c'est aussi une narration. Il y en a un qui est passé par là avant vous, c'est Pierre Lemaitre, passé par le polar avant Au revoir là-haut, Goncourt 2013, donc à l'époque pour ce livre. Le Goncourt, maintenant, c'est vous, Nicolas Mathieu. Jusqu'ici, le Goncourt, c'était qui pour vous? Votre Goncourt à vous? C'était Guy Mazeline, parce que c'est le fameux type qui a eu le Goncourt l'année de la sortie de Voyage au bout de la nuit, et j'ai toujours... C'était pas le favori. Non, voilà. Et c'était dans l'idée que je m'en faisais voilà, quand j'étais en classe de première, c'était souvent, voilà, c'était le prix qui passait à côté. Donc ouais, je me souviens de ce nom, Les Loups, Guy Mazeline, voilà. Et c'était pas des Romain Gary, c'était pas des grandes plumes de la littérature que vous avez admiré quand vous lisiez énormément, adolescent, entre 10 et 20 ans? Mais ces auteurs-là, je les ai admirés, mais pas à cause du prix, quoi. Je les ai admirés pour leurs livres. Le Goncourt, ce qui est merveilleux, c'est qu'il donne possiblement beaucoup de lecteurs à des livres qui en auraient moins rencontré. Après, voilà, Modiano, Echenoz, Gary. Oui, effectivement, c'est des auteurs que j'ai lus, que j'ai dévorés. Ouais, Modiano, beaucoup. Là, c'est des univers, on y est comme dans son bain, quoi. On pourrait ne jamais en sortir, il y a presque un péril, quoi. Et des lecteurs du monde entier, c'est-à-dire que cette France de l'entre-deux que vous racontez dans Leurs enfants après eux va voyager avec vous dans le monde entier, et c'est cette France-là aussi qui va sortir d'une certaine forme d'invisibilité. Ça va être la deuxième partie de notre discussion. Le géographe Christophe Guilluy va nous rejoindre à partir de 12h55.